dans Ça dit quoi, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on décrypte l'actualité du continent à travers la presse africaine. Et ensemble, pendant 26 minutes, on va lire entre les lignes, croiser les regards et surtout proposer un regard bien africain sur les grands événements de notre quotidien. Alors, ça dit quoi cette semaine? Avant tout, le début du mois sacré du Ramadan, un mois de la spiritualité mais aussi de la hausse des prix. Et face aux dérives, les États interviennent, analysent de ces mécanismes avec juste un Mati Thomas depuis Lomé au Togo. Ensuite, direction Rio au Brésil. Le plus grand carnaval au monde rend un hommage particulier à l'histoire africaine et nous verrons ensemble ces images un peu plus tard dans notre émission. Mais d'abord, le Gabon privé de ses réseaux sociaux, une coupure nette pour préparer un cadre juridique sur le numérique. Quelle régulation possible? La réponse avec Olivia Loga depuis Paris en France. Mais avec moi, comme chaque semaine, bien évidemment, Bachir Thiam, rédacteur en chef à Médien TV. Ça dit quoi, Bachir? Oui, ça dit que ça bouge encore et chaque semaine, c'est comme ça, je crois. Et ensemble, comme chaque semaine, on décrypte cette actualité. Alors, c'est parti pour Ça dit quoi dans la presse africaine. Le 19 février, le Gabon se réveille sans aucun accès aux réseaux sociaux, résultat d'une décision ferme de la haute autorité de la communication qui considère qu'il menace même la stabilité du pays. On écoute. La haute autorité de la communication HAC constate la diffusion récurrente sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques accessibles sur le territoire gabonais de contenus inappropriés, diffamatoires, haineux, injurieux, portant atteinte à la dignité humaine, aux bonnes mœurs, à l'honneur des citoyens, à la cohésion sociale, à la stabilité des institutions de la République et à la sécurité nationale. Alors, c'est une suspension jusqu'à nouvel ordre pour contrer l'ensemble des risques qu'on vient d'écouter. Mais Info Gabon, notre premier article, précise que c'est l'occasion pour le gouvernement de préparer un cadre juridique plus strict à l'encontre des numériques. Et pour essayer de comprendre quel écosystème juridique auquel peut penser le gouvernement gabonais, avec nous, Olivia Loga, qui est présidente de 503 Associates. C'est un cabinet de relations publiques. Mais Olivia, surtout, vous avez une expérience de votre CV foisonnant. Vous avez passé un bon moment chez Meta Afrique. Et donc, au vu de votre expérience, mais aussi de votre position actuelle, à quoi peut ressembler ce cadre juridique nouveau au Gabon pour les contenus numériques ? Je crois que dans un premier temps, il y a lieu de s'interroger sur la probabilité de voir ce cadre juridique émerger tout simplement. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que partout dans le monde, dans chaque pays, on a vu des réglementations autour des réseaux sociaux voir le jour. Cela, dans un premier temps, fait l'objet de consultations élargies avec les différentes parties prenantes, de rencontres préalables avec les grands acteurs de la tech et de débats approfondis. En l'espèce, on n'a rien vu de tout cela pour le moment au Gabon. Dans un second temps, ça répondait à des problématiques précises. En Australie, par exemple, il s'agissait de s'intéresser à une meilleure rémunération des médias. Récemment, la proposition de loi qu'on a vue en France sur l'interdiction de l'accès des réseaux sociaux aux moins de 15 ans s'intéressait à la santé mentale des adolescents. En l'espèce, au Gabon, les motifs de ces réglementations, les motifs invoqués, sont pour le moins précis. Il s'agit, et c'est ce que les autorités mentionnaient, de lutter contre des réseaux sociaux qui déstabiliseraient les institutions. Donc je crois que quand on est dans des motivations qui sont autant élargies, sans être strictement justifiées par des motifs encadrés, on peut s'interroger sur simplement si ces législations vont voir le jour, dans la mesure où l'exposé des motifs est aussi flou. Je peine à comprendre comment est-ce qu'il pourrait se traduire juridiquement. Donc donc de ce que vous dites, c'est que les raisons aujourd'hui en termes juridiques ne sont pas claires, ne sont pas identifiables, même si pour le Gabon c'est plutôt une atteinte à sa sécurité, c'est quand même un mot important. Donc pour le Gabon c'est une raison claire, mais juridiquement il n'y a pas vraiment d'appareil ou de clarté pour essayer de contrer ou de répondre à la demande du Gabon ?
En tout cas, on attend de voir. On attend de voir comment est-ce que les autorités gabonaises entendent exprimer les contours de cette volonté politique. Mais en tout cas, ce que j'observe, c'est que dans plusieurs pays, dans les autres pays, on a vu des réglementations voir le jour. Cela a pris beaucoup de temps. Et je crois que c'est aussi la décision des autorités gabonaises ne peut pas être dissociée du contexte et qu'elle s'inscrit finalement dans une tradition politique africaine de volonté de contrôle des réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit notamment régulièrement lorsqu'il y a un processus électoral où Internet et les réseaux sociaux sont souvent coupés, mais qui finalement se traduit difficilement dans les faits. Et pour prendre un exemple concret, rien que dans les 48 heures qui ont suivi la décision de l'annonce du blocage, les demandes de VPN au Gabon ont augmenté de 400%. Donc la traduction pratique des velléités théoriques politiques est souvent difficile à trouver. D'autant plus que là, on s'intéresse à un pays, le Gabon, qui est un pays de 2,6 millions d'habitants, donc un marché dont tous n'ont pas accès à Internet. Donc, un marché qui finalement est très petit pour les grandes plateformes de la tech. Donc, on s'interroge aussi sur quels sont les moyens de contrainte à disposition des autorités gabonaises dans la mesure où elles voudraient mettre en place une régulation. Merci Olivia. Et Bachir, je vais vous poser une question. Là, c'est un autre enjeu. C'est plutôt un enjeu économique. Et d'ailleurs, on a un autre article de la Tribune, lui, qui explique que les coupures, d'ailleurs, dont même Olivia a parlé au niveau du continent, peuvent avoir un coût qui est élevé, enfin une perte plutôt de plus d'1 milliard d'euros. C'est ce que nous dit l'article de la Tribune. Et donc, c'est une question que je vais vous poser à vous, Bachir. Si juridiquement, il est difficile aujourd'hui de créer un cadre, comment est-ce que économiquement on peut compenser le manque à gagner de cette économie numérique qui est aujourd'hui essentielle au niveau du continent? Oui, peut-être très facilement en élargissant simplement l'assiette fiscale numérique, qui n'existait pas dans nos pays. Bon, les opérateurs étaient considérés juste comme des entreprises classiques. Aujourd'hui, on a compris que c'est des marchés financiers énormes, donc il faut juste élargir cette assiette fiscale sur le plan numérique pour justement avoir des taxations de grandes plateformes qui sont là, avoir aussi la TVA sur les services digitaux. Et par ailleurs, comme le Sénégal l'a fait dernièrement, peut-être taxer aussi les transactions financières via juste ce qu'on appelle le mobile money, donc les transferts d'argent via le téléphone mobile. Donc tout ça a fini par être taxé pour faire entrer des recettes. C'est une nouvelle fiscalité quelque part. Justement, c'est l'élargissement aux activités numériques. Voilà. Et je vais me retourner tout de même vers vous, Olivia. Vous avez parlé de ce débat actuel concernant l'interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes. Donc, c'est un débat qui a commencé en Australie et qu'aujourd'hui il prend sa place aussi au niveau du continent. Et d'ailleurs, on a un article de l'Opinion, c'est un média marocain qui nous indique qu'au Maroc aussi on pense pas à une interdiction, mais à une alternative juridique sur lequel travaille actuellement le gouvernement marocain, précisément le ministère de la Justice. Donc l'Opinion, l'article qui nous indique que cette interdiction plutôt, mais cette alternative serait basée sur le Digital Service Act européen, le DSA, qui lui, serait potentiellement une inspiration pour la nouvelle juridiction au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Olivia? Est-ce que ce DSA semble être une voie possible pour les pays africains? Enfin, un exemple, on va dire, pour le nouveau cadre juridique. En tout cas, c'est l'exemple qui sert d'étalon de mesure au niveau mondial. C'est aujourd'hui, à l'échelle du monde, la régulation qui est la plus aboutie sur les réseaux sociaux. C'est la législation qui est en place en Europe. Elle prévoit un certain nombre d'avancées, dont notamment des sanctions financières pour les big tech en cas de non-respect des dispositions. Elle prévoit également plus de transparence sur les algorithmes et un accès pour les chercheurs, éventuellement les législateurs, sur les mécaniques des algorithmes. Donc, c'est effectivement le benchmark le plus intéressant dont on dispose aujourd'hui en matière de régulation de la tech. Simplement, je voudrais dire que le DSA fonctionne en Europe pour des raisons précises. La première, c'est que l'Union européenne, c'est un marché unique,
un marché unique qui représente 450 millions de consommateurs, c'est-à-dire un marché avec un pouvoir de contrainte et un pouvoir d'influence sur les big tech. La deuxième chose, c'est que ce mécanisme repose aussi sur la Commission européenne qui a un pouvoir de sanction. Il repose enfin sur la Cour de justice européenne qui a la possibilité de faire appliquer cette réglementation. Aujourd'hui, dans le contexte africain, je ne suis pas sûre, on ne dispose pas encore d'ailleurs des moyens et des outils suffisants pour mettre en place une réglementation aussi ambitieuse et aboutie. Mais je ne doute Merci pas qu'ils Olivia. viendront. Merci infiniment pour ces précisions qui nous en disent plus sur ce potentiel cadre juridique concernant les contenus numériques au niveau du continent. Je rappelle que vous êtes président de 503 Associates, un cabinet de relations publiques, et que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Merci Olivia. Alors le contrôle du numérique, on le sait, c'est un enjeu clé, mais pas qu'au Gabon, à l'échelle du continent. Le continent où également a commencé le Ramadan, où se joue ici un autre contrôle, celui des prix. Et on analyse la situation dans la seconde partie de notre émission. Ça veut dire quoi ? Alors le mois sacré du Ramadan a commencé il y a tout juste quelques jours dans plusieurs pays. C'est un mois de spiritualité et de jeûne donc, mais pourtant c'est aussi un mois très stressant pour beaucoup de ménages au niveau du continent face à des prix qui explosent. Et on a justement un premier article du Matin qui titre sur ces prix considérés comme injustifiés par l'Observatoire marocain de protection du consommateur, surtout sur les produits de base. Le Matin qui nous indique que la farine, l'huile, le sucre, le lait sont concernés. Un article qui aussi appelle à une régulation des marchés pour combattre la spéculation. Rapidement, Bachir, on a l'impression que ce débat sur les prix avant Ramadan revient chaque année. Pourquoi cette récurrence ? Parce que d'abord, c'est cyclique. Hein. C'est un régime effectivement qui revient chaque année. Et chaque année, la demande, elle est plus forte pendant le Ramadan parce qu'elle est concentrée à des moments précis de la journée autour de l'oftor, la coupure de jeûne. Donc tout le monde se rue vers les produits. Et en ce moment-là, justement, il y a une forte demande. Donc économiquement, la demande fait le marché. Forcément, c'est l'offre et la demande. Voilà. Non. On va quand même essayer de voir si c'est la seule raison. Non. Parce que dans d'autres pays, on a aussi une question de régulation, comme en Guinée, où les prix, eux, continuent de fluctuer. Mais Guinée, malgré plutôt un accord que la Guinée a trouvé avec la Chambre de commerce, donc Guinée 28 se demande tout de même pourquoi, malgré cet accord, les prix continuent de fluctuer, sachant que les prix aujourd'hui sont fixés pour le sucre, le riz, l'oignon ou le lait en poudre, par exemple. Et cette fois-ci, on va aller au Niger, qui nous indique à Dosso. Le journal du Niger, lui, nous précise qu'au sud-ouest du pays, la mairie a aussi décidé d'appliquer la même règle des prix fixes pour tout le mois de Ramadan. Mais donc, pour essayer de voir si c'est la seule raison, on a avec nous Justin Mati-Thomas. Vous êtes représentant de l'Association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires et vous êtes avec nous depuis Lomé au Togo. Bonjour Justin. Bonjour, ma chère, Alors, j'espère que vous allez bien. Merci. Alors, qu'est-ce qui explique, on va dire, cette fluctuation des prix juste avant le Ramadan ? Est-ce que c'est comme ce que Bachir disait, le jeu de l'offre et la demande ? Est-ce que c'est la spéculation ? Est-ce que c'est la pénurie ? Quelles sont les raisons ? Alors, merci beaucoup de soulever cette question cruciale. En tant que secrétaire permanent de l'AOTA, comme vous l'avez dit, je suis quotidiennement confronté à la réalité des différents marchés. Et comme le disait tout à l'heure M. Bachir, justement, la période du Ramadan, c'est une période de très forte consommation. Donc, cette hausse soudaine de la demande crée malheureusement un terreau fertile pour de la spéculation. Et justement, vous avez donné un certain exemple en Afrique de l'Ouest, mais si on part d'abord sur l'Afrique du Nord, nous sommes face à des États qui ont une forte tradition d'intervention directe et les mécanismes sont immédiats. Premièrement, on met en place des points de vente directs du producteur au consommateur pour court-circuiter les intermédiaires qui sont souvent à la base de la spéculation. Deuxièmement, ces pays injectent directement ou massivement des denrées issues de leurs réserves stratégiques pour inonder le marché et forcer la baisse des prix. Et pour finir, c'est la méthode répressive
Je veux dire qu'il y a des milliers de contrôleurs qui sont déversés, qui sont déployés pour sanctionner la rétention des stocks. Mais lorsqu'on regarde le marché ouest africain, la réalité est tout autre. Puisque notre économie est fortement basée sur le secteur informel et les échanges transfrontaliers, un secteur qui est le cœur même des interventions de l'AOTA. Et l'outil majeur, c'est le sacrifice fiscal. Quand on prend des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui renoncent souvent à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA de recettes douanières et de TVA pour gérer les prix à l'approche du jeûne. Ensuite, il y a également cette concertation couplée au contrôle sur le terrain, comme l'exemple de la Guinée-Conakry que vous avez donné, l'exemple du Niger, où les gouvernements privilégient, je veux dire, la signature des conventions, des protocoles d'accord directs avec les chambres de commerce et les grands importateurs pour pouvoir fixer les prix de ces denrées de première nécessité comme le riz, le sucre, le lait, comme vous avez mentionné. Merci Justin. Mais vous avez effectivement évoqué un point intéressant, la régulation. Je vais me tourner cette fois-ci vers Bachir. On a le cas justement en Tunisie avec un article de la presse de Tunisie qui nous indique qu'il y a des opérations massives de régulation, de répression, de contrôle des prix. Et aujourd'hui, elles dépassent même les 2000 infractions plutôt. Alors Bachir, est-ce que, donc on le sait, il y a plusieurs mécanismes pour essayer de contrer ces prix. La répression, c'est quelque chose d'assez nouveau. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution après tout ? Bon, une bonne solution, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, elle agit immédiatement parce que c'est visible, donc elle est visible politiquement et elle rassure l'opinion publique en général. En français facile, ça veut dire que c'est du populisme, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. On oublie le contrôle du marché, donc le marché fonctionne normalement et arrive le ramadan en général, c'est en période de ramadan que les prix sont fortement en augmentation. Et puis l'État réagit tout de suite derrière en disant, écoutez, on va réguler tout ça. Et pourquoi ce n'est pas régulé tout le temps? Parce qu'on consomme tout le temps, tous les jours, les mêmes produits. Donc c'est une manière de rassurer l'opinion publique donc par rapport à cette... C'est du populisme, simplement, je crois. Et donc, bon, au-delà de la répression, on a aussi parlé de l'abondance. On a aussi un article de l'Infomédiaire, donc c'est un média marocain, qui nous dit que le Maroc a déversé plus de 4000 tonnes de poissons congelés sur le marché dans le cadre de l'initiative Poisson à prix raisonnable. Et d'ailleurs, ça a touché un poisson qui est très demandé pendant le ramadan, la sardine, dont le prix est passé de 40 à 13 dirhams. Et on va aussi au Mali avec le média Bamada, qui lui utilise plus ou moins la même logique, celle mais plutôt aux côtés des grossistes. Donc l'idée, c'est de s'assurer que les grossistes ont assez de denrées pour répondre à la demande durant Ramadan et donc de ne pas faire exploser les prix. Et là, Monsieur Justin, je vais vous poser une question dont a relevé la pertinence, Bachir. C'est pourquoi est-ce que ces mécanismes ne s'appliquent pas tout le temps? Pourquoi on n'a pas des prix qui respectent le pouvoir d'achat tout au long de l'année? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on attende Ramadan pour essayer de réguler, de faire de la répression? Merci, merci beaucoup également pour la question. Et moi, je dirais que je rejoins justement Bachir, qui en fait est le message fondamental de la OTA aujourd'hui, parce que toutes ces mesures étatiques éteignent que les incendies, parce qu'elles ne règlent pas le problème à fond. La véritable régulation des prix de manière durable, elle passera par la fluidité des échanges régionaux. Lorsqu'on prend un exemple concret de l'oignon du Niger, du bétail du Mali, si ces produits transitent sans entrave ni tracasserie douanière vers les grands marchés de consommation comme Abidjan, Conakry ou Accra, les prix baissent d'eux-mêmes. Et ça veut dire que si nous facilitons la circulation des produits agricoles de nos zones d'excédent vers les zones de déficit, nous arrivons justement à faire en sorte que les marchés s'autorégulent. Et un marché naturellement bien approvisionné n'a plus besoin d'être subventionné à perte par l'État ou, je veux dire, de pouvoir mener des actions je veux dire, des actions de répression. Donc d'avoir un marché régional tout simplement qui trouve un équilibre. Voilà, si on manque d'oignons quelque part, on prend du riz à la place et donc on a un marché tout simplement qui s'auto-régule. Merci infiniment pour ces précisions, Monsieur Justin Mati-Thomas. Je rappelle que vous êtes représentant permanent de l'Association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires et que vous étiez avec nous depuis Lomé au Togo. Merci infiniment.
Merci. Alors, on parlait d'assurer les prix sur le long terme pour respecter les portefeuilles des ménages africains. Donc, on parle de long terme. Et donc, en parlant de long terme, on va aussi parler d'histoire cette fois-ci, mais plutôt de l'identité africaine qui a été célébrée au Carnaval de Rio cette semaine au Brésil. Une célébration qu'on va analyser dans la dernière partie de notre émission. Ça fait réfléchir. Le Carnaval de Rio, c'est un événement culturel incontournable de la culture brésilienne qui rayonne à l'échelle mondiale. Mais cette année, une spécificité, l'héritage africain est mis à l'honneur. Et l'agence Ecofin nous raconte que dans la parade, une école de samba, l'école Paraíso do Tuiuti, a intégré dans son défilé des références à l'Égypte antique, mais aussi à la culture yoruba avec l'IFA. C'est un système divinatoire yoruba qui est reconnu depuis 2005 comme patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et donc les liens sont forts, spirituels et historiques entre ces deux continents aujourd'hui. Bachir, le Carnaval de Rio, on pense tout de suite au Brésil, mais cette année, voilà, on a aussi pensé à l'Afrique avec cette parade en particulier et ces deux thèmes qui sont très débattus, l'origine négro-africaine de l'Égypte antique, mais aussi la place des religions africaines. Est-ce que cette parade permet un petit peu de changer cette vue sur l'Afrique, alors que c'était des thèmes, voilà, qui ont toujours souffert d'un regard assez négatif, on va dire, dans l'opinion publique? Oui, en tout cas, quand on reprend encore le Carnaval de Rio, c'est un espace immense d'expression quand même politique et identitaire. Ça, il faut le dire. Parce que justement, le fait que justement, le Brésil, dans ses écoles de samba, donc c'est vraiment des écoles d'expression politique et identitaire, comme je l'ai dit, et choisissent de mettre en avant par exemple, la culture africaine, les origines africaines du Brésil. Donc effectivement, il y a une sorte de retour à la case départ. Parce que qui est assumé aujourd'hui, qui est célébré. Tout à fait, qui est intéressant. C'est ça, c'est assumé et célébré, vous l'avez si bien dit, parce qu'au fait, finalement, ça nous rattrape, l'histoire nous rattrape au fur et à mesure que les pays avancent, se développent, et puis le recours à la culture, donc aux origines culturelles, ramène ces populations-là vers effectivement la source étant l'Égypte étant peut-être le berceau de l'humanité, si on en croit l'histoire. Voilà. Donc forcément, tout part de là. Donc le côté négro-africain de l'Égypte a été prouvé avant que les Samba peut-être existent. Voilà, Cheikh Anta Diop dans Nation Nègre et Culture, voilà, toutes ces recherches dans sa discipline, et prouvé justement cette relation intime entre justement ce côté arabo-négro-africain de l'Égypte, donc de cette corne de l'Afrique, et aussi qui est parti vers le monde, parce que tout part de là. Effectivement, si on considère que ce lieu étant le berceau de cette humanité, forcément, ça irradie le monde entier. Partout, on trouvera quelque chose d'égyptien, ou en tout cas d'africain, quelque part dans le monde, je crois. Et le Brésil ne peut pas y échapper. Ça se voit d'ailleurs, la samba, le rythme, la danse, la gestuelle. Tout ça, c'est inspiré de des cultures africaines, de l'identité africaine, je crois. Et si on écoutait quelques extraits de ce beau carnaval? On va danser. On le voit, de belles images avec IFA, justement, cet art divinatoire, et les fameux pharaons noirs. Et puis, il n'y a pas que les pharaons, il y a aussi les pyramides derrière. Les pyramides derrière, oui. Même si c'est doré cette fois-ci, mais c'est une pyramide quand même. Non, mais je trouve que c'est une symbolique forte, parce que ça a toujours été des grands débats où il n'y avait pas de consensus à l'échelle internationale. Il y a un consensus au niveau du continent africain. Mais là, c'est beau de voir que ce débat est arrivé au Brésil et qu'il est aussi assumé, qui soutient une vision, une nouvelle manière de l'Afrique de se voir et de s'assumer. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui ce thème, pour nous rappeler la beauté de l'histoire, de la culture africaine, qui est assumée par les Africains, mais aussi les Afro-descendants. Je pense qu'il était temps aussi peut-être qu'ils assument leur partie, leur africanité, je vais dire tout simplement. Et au travers maintenant ces démonstrations de force qui sont regardées dans le monde entier, peut-être ça donne aussi d'autres idées
à d'autres populations qui encore peut-être hésitent à retourner aux sources, carrément à revenir se ressourcer. À y voir une force plutôt que tout le bagage historique et émotionnel et traumatique d'une histoire qui a lié par la force le continent à d'autres contrées du monde. De toute façon, il est clair que, comme disait le philosophe, qu'il restera, quand on aura tout oublié, que la culture. Et celle-là, elle nous rattrape à tout moment. Merci infiniment, Bachir, pour ces mots toujours plein de sagesse pour terminer notre émission. Alors, ça dit quoi cette semaine? Ça dit que le Gabon illustre un défi continental, celui de trouver la formule idéale pour réguler le numérique sans sacrifier une économie mobile devenue vitale. Ça dit aussi que l'encadrement des prix pendant le mois de Ramadan ne doit plus être une simple opération d'urgence, mais que des mécanismes de régulation durable doivent se créer pour protéger le pouvoir d'achat de tout citoyen africain. Et ça dit enfin que le carnaval de Rio n'est pas juste une fête, mais un miroir mondial qui rappelle que l'âme de l'Afrique inspire le reste de la planète. Bref, la presse africaine, ça dit comme chaque semaine beaucoup de choses. Merci infiniment de nous avoir suivis dans Ça dit quoi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer de lire entre les lignes de l'actualité africaine avec un regard toujours bien africain.